Bon, c'est parti, comme un petit air de déjà vu. Thomas, rec 1, 2. Tac, ça fait longtemps. Hein. Je m'appelle Thomas, j'ai 25 ans et je me situe actuellement en plein cœur de la forêt amazonienne, dans une zone assez spécifique entre le Venezuela et le Brésil, sur une des plus grandes terres amérindiennes d'Amérique du Sud, la terre des Yanomami. On est ici dans cette région pour tenter l'ascension de la plus haute montagne du Brésil. Alors souhaitez-nous bonne chance. Bon, avant de me retrouver perdu au cœur de l'Amazonie, laisse-moi te raconter comment j'en suis arrivé ici. Lui, c'est Alex. Alex, c'est un mec que je connais depuis quelques années. On s'est rencontrés en voyage et on a direct partagé un goût pour les aventures un peu extrêmes, on va dire. Ce que j'aime chez lui, c'est que quand il dit qu'il va faire quelque chose, il s'y met à fond. Dès qu'il a une idée en tête, il fait tout pour la réaliser. Et une de ses idées, ou plutôt le projet de sa vie, c'est de devenir le premier humain à gravir les sommets de chaque pays du monde. C'est Alex et j'essaie d'atteindre le plus haut sommet de chaque pays du monde. Allez, tout le monde est bientôt arrivé au sommet. 197 sommets, rien que ça. Ça va de l'Everest à l'Aconcagua, en passant par le K2, à des montagnes plus modestes comme celles de la Belgique ou des Pays-Bas. Il prend ce projet très au sérieux et a traversé l'Atlantique à la voile. Aujourd'hui, il parcourt l'Amérique du Sud depuis presque un an pour grimper un à un chacun de ses sommets. On a déjà vécu de belles aventures ensemble, sans oublier François qui complète notre trio. Notre aventure en Ouganda pour gravir sa plus haute montagne dans les Rwenzori, notre survie dans la jungle amazonienne du Suriname qu'on a projeté au cinéma. Tout ça, c'est des souvenirs qu'on a gravés ensemble et qu'on gardera pour toujours. Alors forcément, quand il m'a proposé de le rejoindre pour gravir la plus haute montagne du Brésil, le Pico d'Anablina, comment j'aurais pu refuser? Le Brésil et moi, c'est une vraie histoire d'amour. J'y ai passé 9 mois ces 3 dernières années. J'ai vécu 3 carnavals de Rio, j'ai traversé toute une partie du pays avec un vieux van Volkswagen Combi que j'ai aménagé sur place et je suis littéralement tombé amoureux de ce pays et de sa culture. Cette montagne, c'est pas juste un sommet de plus, c'est la fin d'un cycle pour moi. Après tous ces voyages au Brésil, tous ces souvenirs, il est temps de clore un chapitre en atteignant son point le plus haut. Alors, bienvenue au cœur de la forêt amazonienne, bienvenue dans l'un des derniers territoires reculés de notre planète, bienvenue chez les Yanomami, les gardiens du ciel, et bienvenue dans notre quête vers celle que l'on appelle Yaripo. Bon les gars, je viens d'arriver tranquillement à Manaus, le point de départ de cette aventure. Voilà, je suis dans cette petite auberge de jeunesse en attendant Alex, tranquillement. Je suis arrivé cette nuit, je suis arrivé à 5 h du matin, heure brésilienne, et j'étais complètement KO. Donc en vrai là, c'est clairement les retrouvailles avec le Brésil. Déjà, il fait chaud, mais qu'est-ce qu'il fait chaud, humide, là il doit faire déjà 35 degrés. Alex a 4 jours de bus, il me rejoint depuis la Bolivie. Il sait pas exactement quand il arrive, ça va dépendre des bus, s'il tombe en panne, etc. T'as bien entendu, 4 jours de bus. Donc on va tranquillement l'attendre ici à Manaus avant de commencer notre périple. Notre aventure commence donc à Manaus, la capitale de l'état d'Amazonas au nord du Brésil. C'est la plus grande ville d'Amazonie, tout pays confondu. Une véritable métropole qui a surgi au milieu de la forêt. Fondée par les Portugais au XVIIe siècle, Manaus s'est d'abord développée autour d'un petit fort destiné à protéger la région, avant de devenir 2 siècles plus tard l'un des centres les plus riches d'Amérique du Sud grâce à l'essor du caoutchouc. À cette époque, la ville baignait dans une richesse presque folle. En plein cœur de la jungle, les élites de l'époque ont même construit un opéra, le fameux Teatro Amazonas, comme un symbole de cette période d'excès. On dit que les habitants les plus riches faisaient carrément laver leur linge au Portugal avant de les faire ramener par bateau sur le fleuve Amazone. Difficile à imaginer aujourd'hui, mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, c'est plus de 2,5 millions d'habitants qui vivent ici, au cœur de la jungle. Vue du ciel ou depuis un drone, la frontière entre la ville et la forêt est impressionnante. D'un côté, la densité urbaine, les routes et les toits en tôle, et de l'autre, l'infini vert de l'Amazonie. Niché sur les rives du Rio Negro, Manaus vit entièrement au rythme de son fleuve. C'est par ici que tout transite, les marchandises, les voyageurs, les denrées, absolument tout, car il n'existe aucune route directe reliant Manaus au reste du Brésil. Quand on y pense, c'est assez fou. Comment une ville de cette taille peut-elle fonctionner isolée au milieu de la jungle? Pendant plusieurs jours, j'ai pris l'habitude de me rendre au port, chaque soir et chaque matin, pour observer ces scènes fascinantes. Les pêcheurs ramènent leur prise du jour, les cargos déchargent des tonnes de marchandises venues de tout le bassin amazonien, et des familles entières embarquent à bord de bateaux qui mettront parfois plusieurs jours à rejoindre une autre ville du fleuve. C'est probablement ce qui m'a le plus marqué ici. L'énergie du port, ces vieux bateaux en bois, ces couleurs vives, une époque presque figée. Et c'est en vivant dans ce rythme, en m'imprégnant de cette ville unique, que j'ai attendu Alex au bout de son périple en bus depuis la Bolivie. Et puis un matin, le voilà qui débarque. Manaus, la capitale de l'Amazonie.
Il est occupé à dormir. Je sais pas dans quelle chambre. Ah oui. C'est mon dernier slip. J'espère vraiment que demain. J'espère vraiment que demain il y a une machine à laver. Si vous voulez commencer l'expédition tout nu. Regarde-moi ce sac énorme. Il y a 42 kilos, mais ils en peuvent plus. Et là, il manque des trucs dedans, tu veux essayer? 42 kilos. Déjà, rien que les godasses, elles sont lourdes. Hein. Pas beau ça. Julietas, Havaianas, torse nu, maintenu pour le Brésil. Là, on est en train d'essayer de trouver notre bateau pour demain. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ici. Ça, c'est le port principal de Manaus. Ça va être tout là-bas. On essaye de le trouver, mais on sait que c'est pas du tout ici, mais on essaye quand même. On dirait la Louisiane aussi. Ouais, de ouf. J'en profite pour faire découvrir le port de Manaus à Alex. C'est notre dernier soir, alors on décide de fêter nos retrouvailles comme il se doit. Départ prévu le lendemain à 6h30. Bora. Vamos. Bien arrivé au port de São Raimundo. Là, il est 6h30 du matin, on s'est levé à 5h30. On a rendez-vous à 7h pour prendre le premier bateau qui va nous emmener à São Gabriel da Cachoeira. On a 950 km à parcourir sur le Rio Negro. Mais là, il faut qu'on trouve notre bateau parmi tout cela. Il s'appelle Lady Luisa. Oh, Lady Luisa. Celui-là, il est beau, hein. Olá, bom dia. Lady Luisa, sim. Tá? Olá. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Eu já ia tentar falar com vocês, ó. Ah, Mas sim. vocês iam perder. Ah, não. Estamos a tempo, não? Sim, mas Não? é porque já dá 6h30, a gente já fica... Ah. Chegar esse daqui, ó. En fait, il y a deux types de bateaux sur l'Amazone que l'on peut prendre. Il y a ce genre de bateau qui est assez énorme, qui est souvent sur 2-3 étages. Ça, c'est des bateaux qu'on aimerait bien prendre. C'est des bateaux qui prennent beaucoup plus de temps. Tout le monde vient mettre son hamac et c'est une petite traversée plus tranquille. Et là, on n'a pas eu le choix, mais ce qu'on va prendre comme bateau, c'est un espèce d'express. Et c'est un bateau qui va beaucoup plus vite où on est assis. Putain, mais il n'y a pas de place pour mettre les... Après, les sièges, ils sont pas mal quand même. Ouais, mais... On embarque sur notre premier bateau direction l'ouest pour remonter le Rio Negro sur près de 950 km, presque la longueur de la France. Peu à peu, on laisse derrière nous la grande ville de Manaus pour s'enfoncer dans l'Amazonie profonde, cette jungle immense, reculée et secrète. On est les seuls étrangers à bord. Autour de nous, des familles, des commerçants, des étudiants, des militaires, tous habitués à ce trajet qu'ils font régulièrement. Le temps s'étire doucement au rythme du moteur et du courant. La traversée dure 28 heures. Une dame prépare à manger pour tout le monde et ces plats simples mais délicieux deviennent vite le petit rituel du voyage. Obrigado. Les gars, bien arrivé à São Gabriel da Cachoeira, on aura mis 27h30 pour faire ces 950 km. La nuit a été un petit peu froide, un petit peu mal aux fesses, mais on est bien arrivé. Ouais. À peine débarqué au port, on grimpe dans le coffre d'un pick-up direction notre point de rassemblement de l'expédition. Bienvenue à São Gabriel da Cachoeira, ce qu'on appelle souvent la ville la plus amérindienne du Brésil. Une petite ville isolée posée sur les rives du Rio Negro au cœur de l'Amazonie. Ici vivent un peu plus de 50 000 habitants, mais la municipalité, elle, s'étend sur près de 100 000 km², plus vaste que le Portugal tout entier. C'est ici qu'on va passer quelques jours pour finaliser les préparatifs de notre expédition avant le grand départ. C'est une machette, ça. Laquelle? Ça. Resistante. C'est quoi ça? Para pêchar. São Gabriel da Cachoeira regroupe 24 ethnies amérindiennes. On y retrouve les Tucano, les Baniwa ou encore les Dezana. Mais pour rencontrer les Yanomami, les gardiens du Pico da Neblina, il faut aller encore plus loin. C'est ici qu'on va faire la rencontre de Laetitia, la coordinatrice de l'expédition, et de Carole, une brésilienne de Sao Paulo passionnée par la culture amérindienne. Nous serons 4 à tenter cette ascension, mais la route est encore longue. C'est notre dernier jour à São Gabriel da Cachoeira et ce matin on se réveille avec une pluie. En fait il a plu toute la nuit et comme tu peux le voir quand il pleut ici,
c'est assez vénère. C'est vraiment des grosses pluies amazoniennes, hein, on peut carrément dire ça. Donc là avec Alex on se disait, on se prend des pluies comme ça pendant notre marche, ça va être quelque chose. Au moins ça rafraîchit un petit peu l'air. Surtout là pendant la période où on est, donc mois d'août, septembre, c'est vraiment les 2 mois les plus chauds de toute cette région. Déjà c'est une région où il fait chaud quasiment toute l'année. Et alors là ça monte à des 37, 38, ressenti 40 degrés et très humide. Alors, la pluie c'est impressionnant, c'est impressionnant. 22h30, départ demain à 7h du matin, il est temps de préparer les affaires. Voici mon sac pour l'expédition, un sac de 70 litres, Decathlon Quechua, sac de couchage, hamac avec moustiquaire, batterie externe, très important. J'ai une dizaine de batteries pour ma caméra principale. Une nouvelle petite caméra que je teste en ce moment, c'est le DJI Osmo Pocket 3, le petit Fuji, obligé de le prendre celui-là. Beaucoup de câbles là quand même, je pense. Ça sert à rien de prendre tout ça. Je sais pas pourquoi je me balade avec autant de câbles. Ouais mec, c'est quoi ça? Je sais pas. Il y a tellement de lunettes si tu répètes sur la lens. Waouh! Putain mec, ça m'a défoncé les yeux. Ah ouais, c'est vraiment mis dans la gueule. Bon les gars, sur ce voyage, c'est LED Lancer qui m'accompagne. Il m'a envoyé ces deux lampes de poche ultra puissantes faites pour l'outdoor. On a celle-là, c'est la P18R signature et celle-là, la P7R. Ça éclaire, c'est tellement fort, ça va être fou. Donc ça va directement aller dans mon backpack et je te les présenterai un petit peu mieux dans la vidéo. Tu vas voir leur utilisation la nuit dans la jungle, je pense que ça va être impressionnant. Ah ouais non, attends, Il fait combien? 17. 17.3. Les chaussures d'alpinisme, il est obligé de se trimballer. Ça fait un an qu'elle me suit, j'en peux plus. Mais t'as pas du tout fait ton sac encore? Non. Se trimballer tout le temps. Avant c'était dehors de mon sac et regardez comme un Alex. Qui fait du backpack avec des haches d'alpinisme. Tu veux au drapeau du monde. T'as vu, c'est celui-là le maillot, c'est vintage. Indispensable. Waouh! Ah, bon dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Bon, je crois que c'est bien parti pour le début de cette expédition. Qual é seu nome? Pará? Para? É. Prazer. Deux magnifiques Toyota Bandeirantes, le véhicule parfait pour faire de la piste. En fait, c'est marrant parce qu'il est pas symétrique. Il y a des pièces à gauche qu'il n'y a pas à droite. Je crois que j'ai jamais vu des pneus aussi lisses que ça. Ah bah super. On marche tout. Tá quebrando tudo. On débute l'expédition en 4x4, on a 80 km de piste à parcourir, on va mettre environ 4 heures. Il a beaucoup plu comme tu as vu hier, une énorme pluie, donc il se peut qu'on mette pas mal de temps. La piste est dans un état vraiment très humide. Il va peut-être falloir qu'on pousse la voiture un petit peu. Et que dis ma biche? On part? On y va? On s'engage sur nos premiers kilomètres de piste direction le nord. Au volant, Para, notre chauffeur, connaît chaque virage, chaque ornière, c'est son quotidien. Il parcourt cette route presque tous les jours à bord de son Toyota BJ40 de 1960. Un vieux 4x4 increvable en théorie qui porte fièrement les traces du temps. Donc là on est sur la ligne de l'équateur. Cette piste, c'est la seule route qui relie San Gabriel da Cachoeira aux communautés Yanomami isolées dans la forêt. Et très vite, on comprend que c'est pas une piste comme les autres. Ici, chaque kilomètre parcouru est une victoire. La pluie de la veille a créé d'immenses flaques de boue argileuses qui retiennent les roues des 4x4. J'ai l'impression que c'est assez habituel et que la piste est plus ou moins toujours dans le même état. Il a pété le marchepied. Ah là faut tout enlever, il n'y a plus rien. Je crois que c'est la première fois que je vois des passages de piste aussi techniques. Je sais pas si tu te rends compte comment on passe par des endroits, c'est impossible de passer avec un autre type de voiture. Tu m'étonnes qu'ils cassent des châssis, qu'ils pètent des caisses. Allez, Oh, tá molado, hein? Réparation express un peu en plein milieu de la jungle. Ils sont en train de changer le croisement de l'arbre de transmission, c'est ça qui a cassé. Et en fait ce qui est assez drôle c'est qu'il avait déjà prévu de remplacer la pièce sur le sien, sauf que c'est le dernier 4x4 qui a cassé. Donc bon, j'espère qu'il y en a un deuxième. Donc là on fait un petit peu de mécanique dans la brousse. Fudida. Olha bem na beira do rio, hein? Là ça va faire environ 3 heures qu'on roule. Bon, avec la réparation qui a duré une quarantaine de minutes, les petits passages un petit peu compliqués, il nous reste une vingtaine de kilomètres. On continue. Et là c'est encore technique. On vient d'arriver à Yamilim et c'est ici qu'on va prendre l'embarcation. On aura mis 5 heures à parcourir cette piste. Honnêtement, je sais pas comment leur 4x4 roule encore, mais on aura réussi.
Donc on est arrivé dans ce petit endroit, un petit ruisseau qui s'appelle Lamirim. Bah, en fait c'est un peu comme une gare de bus on dirait, il y a des gens qui reviennent du village, il y en a d'autres qui vont repartir direction la ville avec les mêmes 4x4 qu'on a empruntés. Voilà, il y a pas mal de monde, il y a des gens de la communauté ici amérindienne, donc il y a les premiers Yanomami qu'on rencontre. Et là il fait super chaud, il doit être aux alentours de 13-14 heures. Tout à l'heure j'ai vu des enfants aller se baigner dans le Rio, donc je vais aller me baigner aussi, j'ai beaucoup trop chaud. En fait là il faut vraiment se rendre compte qu'on commence à s'enfoncer vraiment dans un territoire assez immense où il n'y a juste aucune ville. La dernière ville c'était San Gabriel da Cachoeira, qui est déjà une ville assez loin de Manaus et de tout le reste du Brésil on va dire, mais là il faut vraiment imaginer que ça y est, on commence à s'enfoncer dans une zone où il n'y a que des petits villages, des petites communautés. Il y a vraiment très peu de monde qui viennent ici en fait, c'est ça qui est assez fou. C'est un peu à partir de ce moment-là que je réalise à quel point on commence vraiment à s'enfoncer. Le territoire que l'on s'apprête à traverser est juste immense. On embarque dans une pirogue en bois pour plus de 160 km de navigation, soit près de 6 heures sur le fleuve. Avec Alex, ça nous rappelle notre aventure au Suriname. Le vent humide sur notre peau, cette atmosphère lourde et silencieuse, et cette même impression de s'éloigner du monde. Sauf que cette fois, le niveau de l'eau est assez haut et on n'aura pas besoin de descendre pousser la pirogue à travers les rapides. La forêt défile lentement devant nous, dense, verte et infinie. Et au bout d'une première dizaine de kilomètres, on aperçoit enfin les premières maisons Yanomami. Un premier contact assez inattendu avec un monde unique au cœur de l'Amazonie. Donc là, ça fait environ 1 heure qu'on fait de la pirogue et on vient de s'arrêter dans le premier village Yanomami, Comunidade da Nazaré. Donc c'est marrant, avec le nom du Portugal. Et il y a 2 Yanomami qui vont venir avec nous, qui vont venir sur la pirogue avec nous jusqu'à Mataruca, notre destination de ce soir. C'est très beau comme village. C'est vraiment plein de petites maisons en bois comme ça. C'est un petit paradis. Ils sont vraiment perdus ici. C'est magnifique au bord de la rivière. À la base, on ne devait pas rester aussi longtemps dans ce village, mais les 2 Yanomami qu'on attendait ont mis bien plus de temps que prévu à arriver. Très vite, notre présence a attiré tous les enfants de la communauté, leur professeur est même venu à notre rencontre pour nous souhaiter la bienvenue. On s'est gentiment fait accueillir dans le village, dans la communauté de Nazaré, là c'est incroyable. C'est... Ah, je m'attendais pas du tout à... Ouais. Vai chover muito. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Frangin. Comment ça chama elle? Tucano? Maria. Ça a pété juste ici. Et c'est violent ici, les heures. Ouah, c'est quoi cette pluie? Je suis trempé. Tout le monde s'est réfugié dans les maisons. Faut que je me trouve une maison. C'est quoi ce délire? Comme un premier avertissement de la forêt, une averse immense est arrivée sur nous en quelques minutes. On s'est réfugié chez une famille sous un toit en bois pendant que la pluie tombait sans relâche. Oh putain! Quand faut y aller! Ofti! Mesmo bastante! Tá chovendo, porra! Está chovendo, caralho! Les enfants, eux, semblaient totalement habitués au tonnerre. Ici, on vit avec les éléments et la nature n'effraie personne. J'ai pris cette averse comme une chance de rester un peu plus longtemps à leur contact, d'observer et de comprendre un peu mieux leur quotidien. Bye, ciao, ciao. Les gars, c'était lunaire. On s'est retrouvés dans ce village Yanomami complètement par hasard. Bon les gars, je sais pas si vous m'entendez bien. On a encore un peu plus de 4 heures de pirogue, je pense. Avec la pluie, il fait froid en fait. C'est la première fois que j'ai froid au Brésil, mais là, avec la pluie, il fait un peu froid. C'est un petit peu long après. Bon, on regarde la forêt, c'est assez ouf d'être là. Et en fait, on va complètement arriver de nuit. On va arriver aux alentours de 21h, 20h, ce qui est assez tard. Donc en fait, ce qui va être fou, c'est qu'on va découvrir le village de Mataruca. Là, on arrive ce soir. On va le découvrir vraiment demain matin au réveil. C'est incroyable. On dit souvent que les couchers de soleil amazoniens qui succèdent une tempête sont les plus beaux. Et ce soir-là, c'était magnifique. Les couleurs chaudes se reflétaient sur l'eau du fleuve, tandis que le ciel peu à peu s'assombrissait à l'horizon. La nuit est tombée et on a continué à naviguer sous les étoiles pendant plusieurs heures, seul au milieu du fleuve.
Au loin, la tempête semblait venir, mais cette fois-ci, les éléments ont été cléments et la pluie nous a été épargnée. On s'est enfoncé dans l'obscurité pendant des heures, guidés par la lueur des lampes et le bruit du moteur. Et après de longues heures de navigation, on est finalement arrivé de nuit dans la communauté de Mataluca. À Maturacá. On se fait accueillir par tout le village. Vamos lá. A galera tá aí pra conduzir tudo. Génial. On vient tout juste d'arriver à Mataluca, le village Yanomami où on est censé dormir ici ce soir. On arrive très en retard je pense. Je pense qu'on a au moins 3 heures de retard entre le retard du 4x4 de ce matin, la panne qu'on a eue, entre l'arrêt au village, au premier village. Bon bah voilà, on est arrivé, il y a plein de photos, il y a plein de monde, donc ça va partir en fête. A comida é boa. Bom apetite. Parabéns. Você já foi no Yarico quanto tempo? Quantas vezes? Eu ia Quantas agora, vezes? fora, só no projeto já foi 24. 24? 24. Eu ia fazer o 25 agora. Uai. Ficando com expedições experimentais, expedições de monitoramento, enfim, científico. É. Ah, Aí legal. foi juntando. Bon les gars, petit point sur la situation. On a été trop bien accueillis par tous les Yanomami qui vivent ici. En fait, on s'est regroupés tous dans cette maison, on nous a servi à manger. C'était au moins une trentaine, quarantaine. On n'a pas encore découvert ce village, c'est ça. On est arrivé de nuit, donc on n'a pas eu le temps encore de découvrir tout ça. Donc on va bien se reposer pour cette première nuit, prendre un maximum de force pour commencer. Le seul truc qui va peut-être me poser problème pour cette expédition, je sais pas si tu le vois, mais c'est mon œil droit. J'ai l'impression que j'ai une infection qui commence. Il y a pas longtemps, j'avais une infection de l'œil gauche à la fin de mon voyage en Islande. Et là, j'ai l'impression que c'est mon œil droit qui rougit de plus en plus. J'ai une espèce de fatigue oculaire. Et vu qu'on va s'enfoncer dans la jungle, etc., j'ai peur que ça s'infecte et que ça gonfle au fur et à mesure des jours. Réveil dans la communauté de Maturacá. C'est assez fou de se réveiller dans ce village en plein milieu de nulle part. C'est magnifique. Il y a déjà plein de monde dans la grande maison principale, alors on se lève. On découvre peu à peu le village qui s'étend dans la forêt. Je m'attendais pas à que ce soit si grand. Et à peine réveillé, on fait la connaissance des deux pagés, Miguel et Giorgio, les deux chamans de la communauté. Ça fait à peine 15 minutes qu'on est réveillé et Miguel me propose d'essayer de la poudre Yacoana. C'est vrai. Oh ouais, ça pique. Une poudre hallucinogène et médicinale qu'ils utilisent dans leur rite. Et la nariz. Ouais, mal. Oh, autre lado. Autre lado. C'est de pire en pire. C'est du café, on dirait. Mais je sais pas, ça sent un truc que je connais. Que tipo de efeito tem da? Open the analysis, open the nose, it's open the views. The sight. Yeah, open the views and wake up. C'est quoi au effet? Yeah, good coffee. Ah ouais, mais même maintenant, je sens dans les yeux, Ouais. la tête, ça fait... Comment c'est chaman ici? E isso? O palo, para que fazer? Para isso? É, pareil. Ça sobra. Il te met la poudre dedans, il souffle dans le nez. Et moi, je vais essayer de... Pas de doute, un peu d'Yacoana au petit déjeuner, je peux t'affirmer que ça nous a bien réveillés. Yaripo, assez. Yaripo. Uma hora. Yaripo. On a passé la matinée dans la communauté et on en a profité pour discuter avec Giorgio et Miguel. On avait pas mal de questions à leur poser. Ah, do papagaio. Ça, c'est les plumes de Ara, les grandes plumes rouges. Araxinga. Tem quanto pessoas aqui na essa comunidade? Tem aqui 2.000. 2.000. 2.000 agora. Mas está crescendo? É crescendo. Tá crescendo mais. Muito bebê. A mais. Muito bebê. Muito crianças. Muitas Que é crianças. bom. Mudou tudo. Mudou tudo? Mudou. Mas mudou bom ou mudou mal? Mudou a mais. A mais. Abriu mais. Ah, abre mais. Ok. E você gosta disso ou não? Eu gosto. Você gosta? Gosto muito. Muito. Que tem que abrir mais. Antes não era nada. Né? Por quê? Não, antes era pouca gente. Ah, pouca gente. E como você aprendeu o português? Aqui na... De? Com os padres. Parece- Aqui era a primeira missão salesiana. Ah, padres da missão. Aqui, Ah, aqui foi a primeira missão a aqui. primeira missão que foi Ah, fundada. tá. E os padres pediram como
com meu pai, no final do meu pai, ele era único tuxaua. Único Tuxaua. Único. E agora dois. Agora cresceu mais. Isso é como onde tem os tuxaua, tem 4. E você quantos filhos tem? Cinco. Cinco. Eles também são do chão? Não, não. Eles vão ser, Eles estão trabalhando no saúde. Doutor. mas eles não querem ser do chão? Depois Depois, ele tem que passar meu saber. tradição. Importante. Saber espiritual. Ele tem que passar para ele. Depois ele pode ser. É assim. E falam que o Yaripo é um espírito mulher? Sim? Sim. E que tá viva? Não é um espírito morto? Não. Ele tá vivo? Tá vivo. Uma mulher? Uma mulher. Uma mulher. Yaripo, uma mulher. Yaripo. E que significa Yaripo? Yaripo é temporal, muito temporal. Porque não para. Sempre. Chuva. Sempre. Chuva. Ah, c'est le drache. En fait, Yaripo, c'est dire la Ça drache. y est, sur la drache. Génial. Dia e noite. Dia e noite. Ai. É espírito importante. É mais importante. Ah, oh. Ok. Yaripo que é mais sagrado. E permite que a gente vá? É. Permite que a gente vá? Sim. Permite? E você pensa que vamos ir no cume? Sim. A gente vai chegar? Será? Temos a autorização do chefe? Ah, Sim? vamos. Ah, isso. Obrigado. Je pense qu'il est temps de te présenter le peuple Yanomami. Les Yanomami sont considérés comme le plus grand peuple amérindien vivant encore de façon relativement isolée en Amérique du Sud. Leur territoire s'étend entre le Brésil et le Venezuela sur une zone immense couverte de forêts et de montagnes. On estime leur population à environ 30 000 personnes, réparties sur près de 300 villages, dont certains n'ont jamais été contactés. Le premier contact officiel avec ce peuple est très récent. Il remonte aux années 1940 quand le gouvernement brésilien envoyait des équipes pour délimiter la frontière avec le Venezuela. C'est à ce moment-là qu'ils découvrirent un peuple vivant ici depuis près de 15 000 ans, au cœur de l'Amazonie. Mais cette rencontre a marqué le début d'une période sombre. Très vite, leur territoire a été envahi par les orpailleurs qu'on appelle ici les garimperos. Les rivières ont été empoisonnées au mercure, la forêt détruite par l'exploitation minière illégale et des maladies comme le paludisme ont décimé des villages entiers. En seulement quelques années, près de 20% du peuple Yanomami a disparu. Face à cette tragédie, les Yanomami se sont mobilisés, notamment grâce à David Kopenawa, l'un de leurs plus grands représentants et défenseurs, et c'est en grande partie grâce à lui qu'en 1992, le gouvernement brésilien a reconnu le territoire Yanomami en zone officiellement protégée. Pour les Yanomami, la montagne que nous allons tenter d'atteindre, Yaripo, est le lieu le plus sacré de leur territoire, la demeure des esprits. Elle est restée fermée pendant plus de 20 ans, interdite à toute expédition extérieure. Et ce n'est que tout récemment, depuis à peine 2 ans, qu'ils en autorisent à nouveau l'ascension, mais uniquement avec leur accord et leur accompagnement. Un privilège rare et un immense signe de confiance. Là, on va avoir le droit à une cérémonie pour nous donner la permission d'aller faire l'ascension du Yaripo. Donc les 2 chamans du village qui vont nous faire cette cérémonie-là. Selon les Yanomami, chaque créature, rocher, arbre, montagne est habité par un esprit. Le monde qui nous entoure est vivant, peuplé d'énergies invisibles que seuls les chamans appelés pagés savent percevoir et comprendre. Pour communiquer avec ces esprits, ils inhalent une poudre appelée Yakohana qui les plonge dans un état de transe. C'est au cours de ces visions qu'ils entrent en contact avec les Chatelipe, les esprits de la forêt. Avant notre départ, les chamans ont dansé, combattu et dialogué avec ces esprits pour leur demander de nous laisser traverser la forêt sans danger. Ils ont invoqué la protection de tous les esprits qui habitent ce territoire, qu'ils appellent Urihi, la terre forestière, un mot qui désigne à la fois la forêt, ses habitants visibles et ses forces invisibles. La cérémonie est finie. Au début c'était assez surprenant, puis à la fin on a senti comme un truc qui nous a tous calmés avec Alex. Ça nous a Tout là, quand il est venu sur nous chercher, Ouais. c'est comme si... Il a bien touché mon œil, il m'a soigné. Bora! Vamos, bora! On quitte Maturaka. C'est fou. Encore quelques heures de pirogue entourées des Yanomami qui nous accompagnent. La forêt défile lentement autour de nous, elle est magnifique. Au loin, on commence à distinguer les premières montagnes qui se dessinent à travers la brume. C'est le début de notre ascension qui commence. Ça y est les gars, on vient de faire 2 heures de pirogue. On vient d'arriver dans un endroit, c'est juste le paradis. Je pense que c'est la plus belle jungle que j'ai vue de ma vie. Entre celle de l'Ouganda, entre celle du Suriname. Là où on se situe actuellement, la frontière Venezuela, elle est magnifique. Aïe.
Attends, ça fait 5 minutes qu'on est arrivé. J'ai commencé à me faire déchirer. J'ai les jambes pleines de piqûres et le coup je le sentais pas. On vient de commencer la première journée de marche. On a environ 8-9 km à parcourir. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé là. On a une centaine de dénivelés positifs pour aujourd'hui. Je pense qu'on va mettre entre 2 et 4 heures. Ça dépend du terrain. Et en vrai, je pense que ça va être une première bonne journée d'immersion, d'adaptation, se réadapter à la jungle. En fait, les 2 premiers jours de marche là, ça va être les jours où il va faire le plus chaud. Donc on est vraiment à la plus basse altitude. Donc il va falloir qu'on boive pas mal d'eau. Je pense que notre corps va devoir se réadapter à tout ça. C'est impressionnant en fait. Dès que tu retournes dans la jungle, dans l'humidité, dans la chaleur, tu recomprends que c'est un environnement vraiment difficile. À chaque fois en fait tu as tendance à oublier, donc c'est bien de commencer par une première bonne journée tranquillement. Là c'est assez dingue parce qu'il doit être aux alentours de 14h30, 15h. On est à environ 6 km de marche, donc il nous reste plus que les 2 derniers kilomètres. Il fait chaud, il fait très chaud comme c'était prévu. La dentité de la végétation est tellement forte qu'on dirait qu'il fait nuit. On dirait que c'est le crépuscule, qu'il est 17-18h. Il y a quelques rayons de soleil qui arrivent à passer à travers la canopée. Cupim. Formiga? Ela tem época de... E mange le nid de Ah sim? formiga. Você pode comer isso? Sim, aí tora ela e bota uma folha e joga tudinho ela e depois bota numa folha e embrulha ela, bota no fogo e... Ah. Juste la ruche, quoi. Não se come o cupim, mas as coisas, a cupimiga. Okay. Bon, il faut que je te présente quand même Edivaldo, celui qu'on appelle le chef de cette expédition. Meu nome é Edivaldo, eu sou Yanomami originário mesmo. Eu sou sangue do luar, que eu fui nativo daqui mesmo. Alô, Chori! Edivaldo, c'est un peu le vétéran du groupe qui veut nous conduire au sommet d'Yaripo. Il est toujours plein d'anecdotes et de choses à nous apprendre sur la forêt. Nossa rede de tradição, a rede para dormir. Ah, rede para dormir? Isso aqui. Como você tora faz? aqui e tora bem aqui. É? E depois bota no chão e pila ela, pila. Pila isso porque tem porque... umas espinas. Sim, mas tira. Para dormir solide. E é bom. Ah, c'est trop du bien. Arrivé au premier camp. Waouh, c'est magnifique. On va dormir là avec tous les Yanomami. On va mettre tous notre hamac. Parabéns. Parabéns. C'est quoi ça? C'est de la chilignole, c'est de l'huile chinoise que tu trouves au Suriname. Ça, tu mets ça sur toi, mec, tu vas hurler. C'est une sensation de froid qui brûle. Ah, c'est comme la baume de tigre un peu, ça te... C'est au gingembre. Pire. Non, c'est pire, c'est, j'ai oublié, amoxicillin. Ça te défonce rien qu'à sentir. Et ça, ben, les moustiques, ils s'approchent de ça, ils crament. Faut faire ça, c'est encore? Si t'es mouillé et que tu mets ça, ouais. Ça te fait quoi? Oh, tu vas pleurer, mec. Oh, ça brûle, mec. On est arrivé à peine 30 minutes avant qu'il commence à faire nuit. On a eu le temps d'aller se baigner avec Alex pour se laver. Donc là, tout le monde est un petit peu à sa tâche. Chacun a un rôle bien précis. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'on est quand même une grosse équipe. En fait, je m'attendais pas à ce qu'on soit autant. Mais vraiment, chacun a sa tâche bien définie. Bon les gars, réveil du premier jour de trek. On a trop bien dormi sous ces petites cabanes. On a tous mis notre hamac les uns à côté des autres. Ce matin, on s'est fait un petit déjeuner bien mérité. On s'est levé aux alentours de 7h. Il y a des bêtes de partout. J'ai les jambes déjà défoncées. Aujourd'hui, on part pour 6 km et environ 400 mètres de dénivelé. Ça monte un petit peu plus que hier. Par contre, il va faire tout aussi chaud qu'hier, tout aussi humide. Je pense que quand on va commencer à prendre un petit peu de l'altitude, à partir de 1000 mètres, 1500 mètres d'altitude, ça va commencer à se rafraîchir et j'espère un petit peu moins humide. Et quand tu réfléchis, c'est quand même impressionnant de se dire qu'il y a une montagne qui fait 3000 mètres d'altitude en plein milieu de la forêt. Ça, c'est assez impressionnant. La chaleur, putain. Il fait tellement chaud. Je sens toute ma transpiration couler sur tout mon corps, sur tout mon visage. J'ai de la transpiration qui rentre dans mes yeux. Isso pesado quanto? 10 quilos. 10 quilos, tá? Não é muito pesado, é. Isso pesou muito? Pesou 2 quilos. Ah ouais. Oh, c'est super lourd. C'est super lourd. 12. C'est lourd, hein? Pra onça, pra. Pra cobra. Ah, pra usar rede também. Isso. O Glock.
Bora. Bem, chefe. Bom. Bora sim. Estou 45 dias no oceano. Ou assim. É muito longe, né? Sim, a vista só o mar. Ixi, Assim, é só nuvem mesmo. sozinho assim. Por que ele puxa esse choro? Essa coisa, tem chorinho? Essa corda. Isso é para que a vela é mais forte. Ah, Quando tem menos vento, tem que apertar a vela para que é mais eficaz. Que passa? Chuva? Vai chuva? Legal. Ligne Drache, Alex. Comme à la maison. La Garipo des familles. Là, ça sent que ça arrive. Bora. Allez, il faut y aller, faut y aller. Je vais ranger ma caméra. On n'a plus que 1,5 km avant d'arriver au camp. Et là, il y a une grosse tempête qui arrive. Il y a des orages depuis tout à l'heure. Le vent se lève. Et tu prends un arbre sur la tête, c'est fini. Même le bruit du craquement, le crack. Tu vois ça? Waouh. C'est con, mais ça tombe sur la gueule, t'es pas bien, hein. C'est une branche, elle fait 50 kilos. Bon, allez, faut qu'on se dépêche. Bora, bora. Petit coup de pression là. Wouh! Chegamos. Arrivé au deuxième camp. Incroyable. On était plus long qu'hier. On était plus long qu'hier? On est bien arrivé au deuxième camp de l'aventure, Gavia. On est à 420 mètres d'altitude en vrai. Ça a été aujourd'hui, là on arrive assez tôt. On a marché les 6 km en 4h, 4h30. En fait, au fur et à mesure du trek, de l'aventure, les camps vont devenir de plus en plus petits et de plus en plus simples. Encore celui-là, ça va, il y a juste quelques cabanes. On a aussi bien esquivé la pluie, la grosse tempête, même si on entend encore l'orage autour de nous. Je pense qu'il est passé juste à notre gauche. Je crois qu'on a eu quand même pas mal de chance. Sur la fin, on a vraiment tracé. Après, à tout moment cet après-midi, il y a la pluie qui arrive. Comme je te l'ai dit hier, ici, il y a beaucoup de risques de se prendre des grosses tempêtes. Et le plus gros risque, en vrai, le plus gros danger qu'on a dans la forêt, quand on marche comme ça, c'est qu'à cause des coups de vent, il y a des arbres, des grosses branches, des branches de 30, 40, 50 kilos qui peuvent nous tomber dessus, des arbres entiers qui peuvent se déraciner. Et c'est ça le plus gros danger en vrai dans la jungle. Comme tu l'as vu tout à l'heure, je te l'ai filmé, mais il y a un arbre qui a fait un bruit énorme qui est tombé à peut-être 15 mètres de nous. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux pas maîtriser. Donc c'est un peu du hasard. C'est un peu du hasard. Moi, mon œil, ça a l'air d'aller. J'ai l'impression que ça se stabilise. Oula, ben non, c'est l'autre, je suis bête. J'ai l'impression que ça se stabilise. J'ai pas l'impression qu'il est plus grossi, mais j'espère qu'il va pas... Le truc, c'est que là, on a presque 10 jours comme ça. Donc j'espère qu'il va pas grossir, quoi. C'est vraiment le truc qui me stresse le plus, là. Il est monté super haut. Il est parti récolter un petit peu d'açaï en haut du palmier, là. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est super haut. Putain, il est monté sur cet arbre-là, quoi. Wesh, on se prend de l'açaï sur la gueule. J'en ai pas vu, mais ça tombe. Oh là 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 là, trop stylé. Il slide. Il est revenu avec toute la grappe. Il est revenu avec toute la grappe de l'açaï. C'est quoi ça? Ouais, ça, rapaz. Waouh. C'est excellent. Waouh. Pas mal, hein? C'est bon, hein? Parabéns. Valeu, chef. Impressionnante. Qui veut un petit Hogberry? On va chez Hogberry à Rio. avec des graines de chia, et un petit matcha. des cajous. Le boss du village revient avec la récolte d'açaï. Mas se não você pode comer assim, de fruta? Ouais, bon. Pode. Ah si? Duro. Mas tem que botar isso na água morna. Ça a du goût? C'est méga dur. On veut pas mordre. Il dit qu'il faut les laisser poser dans l'eau pendant un jour pour que ça se sorte. Ça goûte. Ah, ça goûte de fruits pas mûrs, quoi. Ouais. Ah, c'est dégueu. Non, on peut pas manger direct en fait. Non, c'est pas bon. Ça se mange pas. Ça me pique. Ah ouais? Il y a un truc qui m'a piqué. Les animaux. Vai morrer, pode filar muito. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer, Chori. Isso. Vai comer, Vai morrer, Chori. C'est bon, Alex? Mas, ouais, vem aqui. À cause de calife, non? Ça fait du bien, hein? Ça a bouffé à volonté. Por que você não gosta da massa? Macarrão. Arroz é melhor. Arroz é melhor. Ele tá brincando porque fui eu que fiz. Il y avait une grosse casserole de 5 kg de riz. En 2 minutes, il n'y a plus rien, les pâtes. Il n'y a personne qui touche aux pâtes.
Attends, rec, ça filme. Bon, comme tu peux le voir, je suis en plein milieu de la forêt amazonienne et ici, il fait nuit hyper tôt. Là, il est aux alentours de 19h et on dirait qu'il est déjà 23h, donc il fait noir complet. Ce soir, il n'y a même pas la pleine lune pour pouvoir m'éclairer. Comme tu l'as vu, on a plusieurs jours de marche du dernier village, il n'y a aucune pollution lumineuse, donc la nuit, c'est l'obscurité totale. Ouais, il y a plein d'insectes, il faut que je me dépêche. Donc le seul moyen pour moi de bien voir dans le noir dès que le soleil se couche, c'est d'avoir de bonnes lampes de torche. Comme tu peux le voir, on voit vraiment rien, c'est pas un fond vert. Et c'est là que LED Lancer a bien voulu m'accompagner dans cette expédition. Alors faut que tu le saches, mais LED Lancer, c'est vraiment le leader mondial en termes de lampes portatives, lampes de poche, lampes frontales. C'est des produits de superbe qualité designés en Allemagne avec 7 ans de garantie sur la plupart de leurs produits. En ce moment, ils sont en train de renouveler toute la gamme des séries P et c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé 2 produits très complémentaires à tester en conditions extrêmes ici dans la forêt amazonienne. La première des lampes, c'est celle-ci, la P18R Signature. C'est simple, c'est la meilleure lampe de poche outdoor. 7000 lumens, 630 mètres de portée et jusqu'à 45 heures d'autonomie. Tu sens que c'est du solide, tu sens que c'est fait pour être amené en conditions extrêmes comme ici. Et la deuxième chose que j'aime le plus sur cette lampe, c'est son ergonomie d'utilisation. Tu as un système de One Touch Focus pour pouvoir élargir ou réduire le faisceau lumineux. Donc ça fait un rayon beaucoup plus centré, beaucoup plus puissant et je peux l'élargir pour avoir un point de vue beaucoup plus grand. Deuxième lampe qu'ils m'ont envoyé, très complémentaire, c'est la P7R. Elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus légère. C'est vraiment la petite lampe parfaite à emmener avec toi au quotidien. Et au niveau de sa puissance, on est à 2000 lumens, 320 mètres de portée et près de 80 heures d'autonomie. Elle est IP68, donc protégée contre la poussière et l'humidité. Enfin, je me fais défoncer par les moustiques. C'est simple, je suis en train d'attirer tous les insectes de la jungle. Je sais pas si tu le vois. Bref, ces deux lights, c'est vraiment les deux objets parfaits à emmener dans la jungle. On a pu faire de l'observation animale la nuit. Ça me permet de m'éclairer et de voir un petit peu mieux où je mets les pieds le soir. C'est vraiment des très beaux objets. Je suis super content que LED Lancer, une marque aussi premium, me fasse confiance pour cette expédition. Donc je te mets un lien dans la description. J'ai un code promo pour toi, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Ça permet de soutenir la chaîne YouTube, ça permet de soutenir ce documentaire. Je te remercie et on peut retourner à la suite du docu. Ce soir-là, Maria nous montre comment elle prépare et cuisine l'açaï. L'açaï, c'est ce petit fruit très populaire au Brésil que tu peux manger dans toutes les grandes villes sous la forme de glace et très sucré. Là, c'est un peu la première fois qu'on va goûter le vrai açaï directement prélevé dans la forêt. La préparation demande beaucoup d'énergie car il faut piler tous les fruits pour extraire le jus pendant de longues minutes. Fabrication artisanale de l'açaï. Pas plus artisanale que ça. Ça attache de ouf, faut pas que je m'en mette. Ah, il y a une ville qui s'appelle Açailandia. C'est super amer. Mais c'est pas mauvais, ça ressemble un peu à de la noix. Des fruits secs. Non? Ouais. Non, c'est pas mauvais. Oh, je m'en suis mis partout, putain. Je m'en suis renversé. C'est pas possible. C'est pas vrai, dit, putain. Réveil à 6h pour ce 3e jour de marche, 8 km et 650 mètres de D+. Nos corps ont commencé à s'habituer à la jungle, on se renforce peu à peu. Le sac paraît moins lourd, nos jambes sont plus fortes et on continue de s'enfoncer dans cette immensité verte. Je sors le drone de temps en temps pour essayer d'apercevoir le Yalipo, mais nous sommes encore trop loin. La forêt nous engloutit complètement, elle paraît infinie. On continue d'avancer kilomètre après kilomètre. Edivaldo nous apprend des chansons et des mots Yanomami pour nous aider pendant la marche. Canta aí, Chori. Irojacawe, cawe, cawe, só baixinho. Irojaku, assim. Irojaki. Isso. Irojacawe, cawe, cawe. Irojakawe, kawe. Il nous montre comment nous hydrater directement avec une liane d'eau, sipo d'agua comme on dit ici. La liane vient puiser l'eau riche en minéraux dans le sol et agit comme un filtre biologique naturel. Les Yanomami et autres peuples amazoniens l'utilisent depuis des générations comme source sûre d'hydratation en forêt. Alors, comment? Ça goûte la plante. De l'eau bien végétale comme il faut. Regarde. Ah ouais, c'est fort. É forte. Amargo um pouco. Ah, ça goûte bien la plante. Não tá forte não. Ils répondent. Et ils sont juste à côté. C'est lui. C'est lui qui vient de passer là. C'est lui, mais je l'ai pas vu. Ouais, c'est parti. Wesh. Vamos. Bora.
C'est confort en vrai comme ça c'est plus confort. Sans le... Ouais, après bon celui-là il est pas très lourd, il doit faire 10 kg. En fait ça c'est pour vraiment forcer dans les montées je pense. Je le mets comme ça. Là j'ai tout sur la tête là en fait. Pas mal ces petits sacs. Vamos rapaz, bora! Vai morrer! Camp numéro 3. Oh putain, ah je suis KO. Ah, c'était dur la fin là un peu là. Ça a bien poussé aujourd'hui. Bien arrivé au 3e camp après un petit peu moins de 6 heures de marche. On est parti assez tôt ce matin, ce qui nous fait arriver vers 14 h. Aujourd'hui c'était le premier jour un tout petit peu difficile, mais bon ça va vraiment commencer demain. Je me suis vraiment fait mal à la cheville, j'ai serré tout ça et j'ai continué à marcher. Heureusement j'avais pris une espèce de chevillère au cas où. C'est toujours le truc que je prends dans mon sac au cas où et là j'en ai eu bien besoin. Mais sinon c'était super beau, on est passé par vraiment des endroits magnifiques, plein de palmiers, c'était vraiment très beau. C'est pas facile de filmer quand on marche et qu'il fait chaud, qu'il faut sortir la caméra, qu'il faut poser le trépied. De toute façon là tous les jours se ressemblent un petit peu, hein. On fait vraiment que de la jungle. Mais là on va commencer à prendre un petit peu d'altitude, là on est aux alentours de 800 mètres et à partir de demain on dépassera les 1000 mètres. Bon, on va aller se baigner parce que là il y a une belle cascade juste à côté. Ah les gars, on a vraiment trouvé un petit bout de paradis là. Magnifique, ça fait trop du bien. Après avoir marché des heures dans la jungle, après avoir eu chaud, avoir transpiré, l'humidité, c'est vraiment de l'eau de montagne qui descend tout droit d'Yaripo. Elle est trop bonne. Regarde-moi ça. Perdu dans la jungle amazonienne, frontière vénézuélienne, brésilienne. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je pense qu'il y a des fourmis dans mon essai parce que d'accord, je vais piquer le cul et la bite maintenant, les petites fourmis de merde. T'as des fourmis là-dedans là, qui sont restées avec nous, ça me pique de partout. Ah, mais elle est sur ma bite, frère. Ah, fils de pute. Ah ouais, regarde. Les petites fourmis de merde, elle est sur ma bite. Ah, mais ça... Fils de... Il y en a 2-3 qui sont rentrés dans mon sac et dans mon essuie. Et elles sont attrapées dedans et là, elles me piquent de partout, là. Ça fait trop mal, ça pique. Enculé. Ça me gratte de ouf, là. Mais là, t'as de la grosse ligne parce que t'as 2 grosses doses. Ouais. Mais non, ça va. Les gars, on part en mission trouver des insectes, des animaux, des reptiles avec les lampes LED Lancer. Et so, mission du soir. Mission du soir là, on n'était pas fatigué ce soir. On entend du bruit en tout cas, il y a plein d'insectes, plein de grenouilles. Bah il a plu il y a pas longtemps donc c'est vrai que les grenouilles on les entend fort là. Putain, ça donne une ambiance ce soir comme ça. Hein. Voilà, là t'es à fond. Putain. Et tu vois ce qui est trop bien avec celle-là, c'est que tu vois, tu peux faire un faisceau comme ça et sinon tu peux ouvrir de ouf. Et là c'est un petit bien vénère. Tout petit scorpion noir là. Ouais, je le vois bouger là. Là il essaie d'attaquer. Voilà. Attention. Là on le voit? Ouais, là je le vois. Petit scorpion. Elle est vilaine. Ah bah celle-là. Elle est vilaine. Elle est vilaine. Vraiment, faut regarder partout, retourner chaque feuille. Derrière chaque feuille, il peut y avoir quelque chose. Derrière chaque bout de bois. En haut des arbres aussi, ça rajoute une dimension supplémentaire. Au sol, dans les branches, les écorces, etc. C'est impressionnant. Viens, Licia, on a vu quelque chose. Viens, on a vu quelque chose là-bas. On a vu un truc là-bas. Tengo ma cosa aquí. Viens, viens. Gars, je crois qu'on a vu un jaguar en plein milieu de la nuit. Uma onça? Choqué. Divaldo, il était en mode qu'est-ce que ça arrive? Ouais. Tiro! Acredito que ele trouxe isso só pra isso. Isso! Oh, olha de chore! Ai, ai, ai. Uma onça real. O que eu faço, Divaldo? Il est mort de rire. Uma onça real. Il pleut.
Aujourd'hui on s'est levé à 6 h du matin pour pouvoir partir assez tôt. Là on est vraiment au pied de la montagne. En fait les 3 premiers jours c'était surtout 3 premiers jours de marche à travers la jungle pour rejoindre le pied de la montagne et là on y est. Aujourd'hui on a que 5 km mais environ 800-850 mètres de dénivelé positif donc ça commence à monter. Là on vient de se réveiller sous les nuages et ça y est, première pluie de la marche. Donc je sais pas trop si ça va se calmer parce que là il y a vraiment full nuages en haut, c'est vraiment tout gris. Bon allez, on remballe tout le camp. En plein dans les nuages. Porte bien son nom. Pico da Neblina, le pic des nuages. Ça le fait rire. On commence directement la journée par grimper le pied de la montagne. Très vite, on se retrouve encerclé par les nuages dans une ambiance presque mystique. On brise de plus en plus la glace avec les Yanomami. Faut croire que notre blague du jaguar a bien fonctionné. Les jours commencent à se ressembler. On se lève tôt le matin et on marche dans la forêt. J'ai hâte de prendre un peu d'altitude, de voir le paysage changer et la végétation évoluer. Mais pour ça, il faut encore avancer. On voit le camp numéro 4, Campo 4. On est à 1594 mètres d'altitude, ça y est. 94, on est à 1594 mètres d'altitude. On commence à monter en altitude quoi, tu sens la différence, il fait un peu plus frais. Cette nuit je pense qu'il va faire froid, il y a un peu moins d'insectes, malgré que tout à l'heure il y a eu quand même pas mal de moustiques qui nous ont bien déchirés. Waouh là c'est magnifique. Première fois qu'on voit le Pico da Neblina en face. Il vient tout juste de se découvrir, c'est la première fois qu'on le voit. On l'avait jamais vu avant. Il est beau. Il y a les nuages qui viennent frôler. La pointe, ouais, c'est une bonne pointe. Et il nous reste 1500 mètres là. 1500 mètres en 2 jours, c'est assez haut. Hein. Quando o espírito olha, ele já olha aqui. Daqui ele já está olhando nós aqui. Então quando a gente chega lá no topo dela, ele já sabe, os parceiros estão chegando. Vamos fechar a nossa casa. Em cima, pouquinho a gente pode dar um aberto para eles. Lá, aqui no topo mesmo ninguém deixa não. Pode fechar. O Espírito fala assim. Então por isso que os nossos pajé, que vocês já viram eles. Então por isso que eles representam esse Yaripo. Então por isso que para não acontecer nada para vocês, então por isso que tem que fechar tudo a corpo, todos nós, para a gente subir. Essa que você está vendo agora, né? Esse é o próprio, que os nossos passados que relegavam uma história, né? Eles que vinham trazendo o nosso melhor de inteligência do Yaripo. Então foi eles que trouxeram o nosso melhor para a gente cuidar dele. Então nós até hoje a gente estamos cuidando dela, entendeu? Isso é o meu melhor. Para faire ma biche. Sommet numéro 25. Numéro 25, sommet du Brésil. Ai, Alex. Ei, laisse-toi tranquille. Fais mal les assiettes. Ce soir on mange bien. Hein. Putain, il fait froid, il pleut. Ah, c'était une nuit de merde. Les gars, début du 5e jour, il a arrêté de pleuvoir. J'ai passé toute la nuit avec la moustiquaire ouverte. Ça y est, le hamac est cassé. Je peux plus refermer le hamac, je peux plus refermer la moustiquaire. Du coup, j'ai dû me battre toute la nuit avec les moustiques qui voulaient rentrer dans mon hamac. Les yeux, ça a l'air d'aller, mais bon, j'ai quand même un petit peu mal. Hein. Surtout le matin, ça me gêne un petit peu. Ça m'inquiète un peu. J'ai un peu peur de faire une infection un peu plus grave, mais bon, je pense que ça va aller. Bon les gars, début du 5e jour. Faut dire que là, la forêt est magnifique. Elle est toute verte, il y a de la mousse de partout. Ça se voit qu'il pleut beaucoup plus ici que en bas. C'est très très humide, mais regarde-moi cette mousse. C'est trop beau. Normalement, ce soir, on est censé arriver au base camp, donc le dernier camp avant le dernier push du sommet. Ce soir, normalement, on dort aux alentours de 2000 mètres d'altitude. Waouh, là, ça a grave changé, c'est magnifique.
Alors c'est dingue comment la forêt a complètement changé. C'est pas du tout le même biome. C'est vraiment tout humide, tout vert. Là c'est incroyable. On est en train de remonter un petit ruisseau qui a dû se former avec l'eau de la pluie de cette nuit et de ce matin. Il y a plein de sable, c'est fou de voir ça. C'est les plus vieilles montagnes du monde. Et toutes les montagnes du Venezuela, d'ici, du plateau des Guyanes, c'était sous l'Afrique, à l'époque sous la mer. Et quand c'est détaché, c'est remonté. C'est pour ça qu'on dit que c'est les plus vieilles montagnes du monde, toutes les montagnes du plateau des Guyanes. Et t'as plein de sable partout. Et plein de formations de cristaux et de... D'où les minéraux, l'or, les pierres précieuses et tout. Ça a le temps de se former avec les années, les milliards d'années. Ah putain. Nakumane. 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 Nahakumane. Nahakumane. Isso. Otikotihe. Apahotikutiye. Isso. Unaha waikiwama. Enaha wakumeya. Unaha waikiwama. Enaha waikiwama. Isso. Moi je suis un vrai Yanomami. Je viens d'ici. Le passe-temps préféré d'Eddie Voldo, c'est nous faire répéter des phrases en Yanomami qui veulent rien dire. On sait pas ce qu'on raconte en fait. À tout moment on dit de la merde. Waka waka terinho, fala sobre. Waka waka terio. Terinho. Waka waka terinho. Waka waka terinho. 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 Depois eu explico. Depois. C'est un secret. Ça c'est un truc pas gentil. Il veut pas nous dire. Il nous fait dire des bêtises comme ça à tout le monde. Après ce soir nous on va avoir des problèmes. Farinha. Farinha com água. Tá bom? É pra force? Isso. Quer provar? Si, c'est pode dire. Tous les Yanomami ils boivent cette espèce de boisson. Donc c'est de la farinha avec de l'eau. Mistura. T'as rien pris. Toute la farinha elle est... Ça goûte la farine et c'est pas bon. C'est pas bon. Tu veux essayer? Ok. Un gros shot. Ah ouais. On a plein la bouche. C'est de l'eau aux céréales en fait. C'est de l'eau à la farine. Ouais, c'est bien. Tu mettrais ça avec du lait, ce serait un petit lait avoine pas mal, tu vois. C'est magnifique, c'est la plus belle des journées là. Aujourd'hui c'est... Waouh. C'est aussi là pour l'instant le dénivelé un peu plus dur. Donc là on est vraiment sur la pleine pente de la montagne. Waouh. Bien, Maï. Et les gars, regarde la vue derrière moi. C'est vrai que ça rappelle grave le Rwenzori ici, pour la première fois. Putain, après 4 jours de jungle assez monotone, bon, ça restait la jungle amazonienne, mais bon, c'était quand même de la jungle qui se ressemblait pendant 4 jours. Là, on a dépassé les 1800 mètres d'altitude, là on est quasiment à 2000 mètres maintenant. On vient de se taper quasiment 500 mètres de D+, en 1 km, donc ça a bien monté. Oh là là, ça y est, on commence à voir la vue. Paysage. Oh là, moi ça me fait des trucs de fou là. C'est exceptionnel de voir autant de verre, une immensité comme ça. Et en fait si on réfléchit, on vient de tout là-bas. Notre trajet de ces 4 derniers jours, ça a été vraiment cette traversée jusqu'à ce matin, en fait, monter jusqu'ici, prendre de l'altitude, d'avoir du vent frais qui vient nous rafraîchir, avoir une vue globale comme ça. Et c'est magique, surtout après 4 jours de marche. On l'a bien mérité. Mais c'est pas fini. Le plus dur est encore à venir. Après des jours passés sous la canopée, à marcher dans l'ombre et l'humidité, sentir le vent sur son visage, c'était comme une libération. La végétation a complètement changé. Plus d'arbres géants ni de lianes, mais des plantes basses, des mousses et des roches étranges. On se croirait presque sur une autre planète. Un monde suspendu au-dessus de la forêt. On pensait que le plus dur était derrière nous, mais le plateau boueux qui s'étend devant nous allait vite nous rappeler que rien n'est jamais acquis. Chaque pas, on s'enfonce. Chaque mètre demande un effort. Là, ça sert à rien. C'est bon. Oh. Ça va faire
faire au moins 3 heures qu'on marche dans cette boue là, dans cette gadoue. Ça commence à devenir hyper fatigant. On s'enfonce à chaque pas. On est censé arriver dans pas si longtemps que ça, mais en fait on n'avance pas. Quasiment 100 mètres en 10 minutes. Ouais, on fait 600 mètres, 700, 800 mètres par heure. On n'avance pas. Et le truc c'est qu'il y a plein de racines. Donc tu essayes de mettre ton pied sur les racines, sauf que tu glisses. Donc c'est ça qui fatigue en fait. C'est le plus mental là. C'est pas vraiment de la fatigue musculaire ou au souffle. Et là c'est vraiment plus malgré que le paysage soit incroyable. Là on est vraiment dans un monde perdu. Une autre planète. Let's go les gars, camp de base. Je veux frérot. Ça c'est du camp de base ça. C'est ici qu'on va dormir ce soir. A gente vai ficar aqui. Putain, j'espère qu'on va pas avoir de tempête parce que là une tempête, toute la bâche s'enlève. « 2070 mètres. Là, c'est pas le même camp que d'habitude. Ça, c'est un vrai camp de base, un peu plus roots. Là, ils ont assemblé quelques poteaux de bois ensemble. On met les bâches et on va tous dormir ensemble. Je pense qu'on va être beaucoup plus serrés que les autres camps. Il y a une petite rivière qui descend juste en dessous. On va pouvoir se baigner et se laver de toute la boue qu'on a. Regarde toute la... Putain, qu'est-ce qu'on fait là quoi. Je pense qu'on s'en rendait pas vraiment compte quand on était dans la jungle parce qu'on marchait, ça se ressemblait un petit peu. De voir enfin le Yaripo, d'être au pied du Yaripo, ça change tout. Et là on se rend compte qu'on est waouh. Là on est vraiment dans un monde perdu. Rien quoi, il y a rien à plusieurs jours de marche. Donc c'est incroyable. Oh, toute la boue. Elle est vraiment fraîche. Les pieds. Ah ouais, c'est pas chaud ça. Le charisme est à 0. Ah, c'est bon. On a perdu une bâche. Alex, tu t'envoles. Oh, j'ai tout perdu. De quoi t'as tout perdu? J'ai vu plein de mes affaires s'envoler. Ah ouais, moi aussi. Et Voldo, il a dit non, faut pas crier, arrête. Oh, cette nuit, si ça fait ça. Et qu'il pleut. Alex, ça va? Ouais. Ça va? Oh, je suis là. T'es pas tout mouillé? Non, et toi? Non, ça va. Attends, je sais pas plus. C'est le grand déluge. J'espère que ça va finir, hein, sinon on est foutu. Le camp va être inondé là. C'est le déluge. C'est le déluge, c'est largement. Le problème c'est que si y a de l'eau qui s'accumule dans les bâches. Mais là, ils sont assez bien tendus. Mais si ça pleut comme ça toute la nuit, c'est chaud. Hein. Ouais. Ici, c'est la région la plus pluvieuse du Brésil. Donc, je crois que pour le moment, on a eu un peu de chance parce qu'il n'a pas plu énormément. Yaripo a décidé qu'on allait devoir se battre un peu contre les éléments. Quoi. La veille de l'ascension, petite pluie. Enfin, heureusement qu'on a ces bâches. Hein. Heureusement que ça tient. Et heureusement que c'est pas la tempête de vent parce que là, je peux te dire que ce serait la catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Elle est où? Oh, tu t'en mets ça? Frère, elle a passé la nuit avec moi. Et gros, pourquoi les araignées elles viennent tout le temps ici? Estava dormindo comigo. Oh, ça se voit, elle est méchante. Ça se voit, elle fait mal, elle. Ça se voit, elle est pas gentille. Oh putain. C'est ça qui me chatouillait le fion toute la nuit. Là. Dernier jour, last push jusqu'au sommet de Yaripo. On est parti assez tôt ce matin, avant 7 h. On a près de 1000 mètres de dénivelé.
à parcourir pour atteindre le sommet de Yaripo. Maintenant on a eu de la chance, il n'y a pas beaucoup de nuages malgré qu'il ait bien plu hier soir. Donc le terrain est totalement boueux. Je pense que tu as entendu la pluie hier. On est parti plus léger, on a laissé pas mal d'affaires au base camp. On a encore une bonne partie de boue à traverser. Ça devrait bien nous échauffer pour la matinée. Et après je pense qu'on va avoir des parties beaucoup plus techniques avec de la corde, un peu via ferrata, sur des corniches en pierre parce que mine de rien quand tu le regardes, le Yaripo, il est très pentu, c'est une vraie pointe. Donc je sais pas trop encore comment on va trouver le chemin pour arriver à son sommet. Enfin on y est, on est tout excités. On a trop bien dormi hier soir, on s'est bien reposé, donc on est prêt. Ouh! Tout là-bas, le camp de base, on est parti de là ce matin. On a mis déjà, je sais pas, 40 minutes peut-être 38 minutes 38 minutes depuis le camp de base. On commence à prendre de la hauteur sur le plateau, à grimper nos premières parois rocheuses, et c'est en levant les yeux vers l'horizon, en observant la forêt depuis là-haut, qu'on réalise quelque chose. La forêt semble avoir des cicatrices, des zones déboisées, des clairières brûlées, des plaies ouvertes au milieu de la verdure. Et c'est là, presque sur le sommet de l'Amazonie, au cœur d'un territoire sacré, que l'on prend pleinement conscience des dégâts laissés par les garimpeiros. Tive muita coisa, né? A gente, naquele tempo, a gente não sabia escrever, fazer outro relato, essas coisas, né? A gente não tinha. Naquele tempo não tinha nem professores, não tinha nem defesa, não tinha nada, entendeu? Então é por isso que eles deram, a gente era inocente, né, ainda, a gente não sabia nada. Aí deram, tinha troco ali da comunidade. O garimpeiro trocou a própria usufruto, né? Esse de lá em cima, né, da bacia. Então tiraram tudo, eles tiraram garimpo grande, tinha um monte de garimpeiro, tinha muito. Só que não deram retorno, não tive retorno. Então é por isso que eu me sinto até hoje, tivesse eu como assim, eu acho que não ia acontecer. Hoje em dia a gente somos inteligentes, até que meu primo é inteligente. Tivesse naquele tempo, estivesse nós ali, eu acho que não ia acontecer para tirar o minério. Entendeu? Era isso que aconteceu. Aí tinha colocaram cantina na comunidade, vender as coisas, né? Como arroz, feijão, essas coisas, para tirar o minério. J'ai trouvé le témoignage de Esmeraldine super intéressant et touchant, et c'est pour ça que j'ai voulu vous le partager. Pour que ce ne soit pas qu'une simple ascension, mais qu'on se rappelle de l'histoire de ce lieu et de ceux qui ont dû se battre pour récupérer ce qui leur revenait de droit. C'est typiquement dans ce genre de petite rivière qu'on peut trouver des petits cristaux. Là tu vois qu'en fait il y a plein de formations de quartz, ces petites pierres blanches et roses. Et c'est dans ce genre d'endroit qu'on trouve de l'or, et je pense que même plus que de l'or, des pierres précieuses, des minerais. Là ça commence à se fermer. On a eu beaucoup de chance ce matin, on avait un beau soleil, on n'avait pas beaucoup de nuages. Voilà, on croise les doigts pour que ça se dégage pour notre arrivée au sommet. Mais en vrai il y a vraiment beaucoup plus de chances que l'on soit en plein dans les nuages. C'est quasiment tout le temps comme ça. Déjà on a eu beaucoup de chance. On commence à atteindre les 2700 mètres d'altitude, on commence à vraiment se plonger dans les nuages avec un petit peu de pluie. Je pense qu'on va avoir une dernière partie très abrupte que là on n'arrive même pas à voir. Et là mine de rien, je commence à sentir l'altitude, je sens que je suis beaucoup plus vite essoufflé, j'ai plus de mal à parler. Ouh, l'araignée de ouf! J'allais poser ma caméra pile sur l'araignée. Ouais, elle est belle, comme une petite migale. Bientôt. Ai morrer. A bandeira. Oh, je le vois. Ah. Allez, allez. On y est. Sommet du Brésil. Sommet du Brésil. On n'a pas le droit de crier. Mince.
Ah, bicho. Sommet do Brasil! Isso! Bem, rapaz! Bem, Chori! Hudson, obrigado. Hudson, muito bom! On l'a fait, les gars. On l'a fait. Sommet! 25! Pas trop fier. Yaripo! Obrigado, Chori! Ça commence à s'ouvrir. Il y a des nuages qui frôlent comme ça. Il y a tellement de nuages autour qu'on a le temps des fois d'apercevoir à peine la forêt. C'est une histoire de quelques secondes. Livro de Kombi. É o registro de todo mundo que já passou aqui. Uau! Esmeraldino. Ah, ele não quer que seja ritual. Je passe toujours la langue quand je fais comme ça. Ça y est les gars, on l'a fait. Pico da Neblina, Yaripo. On est arrivé au sommet, 2995 mètres d'altitude. Bon, on n'a pas trop de chance niveau nuages. Après Pico da Neblina, ça veut un petit peu dire pic des nuages, donc on s'y attendait. On s'y attendait, mais ce matin déjà on a eu une vue mais incroyable sur toute la vallée, sur tout le cirque de pierre. C'est fou de se dire qu'il y a la frontière du Venezuela qui est là, à 200-300 mètres par ici. 7 jours à travers la jungle, entre le 4x4, la pirogue, la marche, ça a été quand même une grosse expédition. On s'est trop bien entendu avec les Yanomami, c'est pas encore fini. On a fait quasiment 40 km. 40 km à traverser la jungle, il faut qu'on refasse tout le retour. Je pense qu'on va mettre 3 jours. Ça par contre, j'ai pas envie de le faire. Tu sais ce qu'on dit, hein, quand on monte une montagne, quand on arrive à son sommet, on a fait que la moitié. Il nous reste la dernière moitié qui est toute la redescente. Donc il faut qu'on reste concentré. Il faut pas qu'on se blesse sur la redescente parce que justement c'est dans ces moments-là qu'on peut se péter des trucs. Moi c'est là que c'est ce que j'aime le moins. Mais voilà, on l'a fait. Je suis trop content. On a découvert un peuple Yanomami, un peuple riche où on a beaucoup de choses à apprendre, qui essaye de protéger leur joyau, le Yaripo, qui essaye de protéger cette région qui a beaucoup souffert ces dernières années avec les Galimperos comme tu l'as vu, enfin avec tout ce qu'ils nous ont dit et qui sont sur la bonne voie, j'ai l'impression. Enfin de tout ce qu'on a vu avec Alex, c'est que ils ont l'air heureux, le projet leur tient vraiment à cœur. Moi je suis trop content d'avoir pu participer à ça, d'avoir pu donner de la visibilité à ce projet, à cette marche. Écoute, on va profiter de ce moment pour essayer de ressentir un petit peu tout ce qu'on a vécu, faire le point. Putain, j'arrive pas à y croire. 7 jours. Il est maintenant temps de redescendre. Un long retour. 1000 mètres de dénivelé négatif jusqu'au camp de base. On y passe encore une nuit, la dernière là-haut, avant de replier toutes nos affaires au petit matin et de quitter l'endroit. Puis vient le moment de rebrousser chemin. 35 km à travers la jungle, en laissant Yaripo derrière nous. Mais les grosses pluies de ces derniers jours ont laissé des traces et rajoutent un peu de difficulté sur le chemin retour. Wow. Donc là ce qui s'est passé c'est qu'en fait il a beaucoup plu cette nuit et que du coup le niveau de l'eau est beaucoup monté cette nuit et ce matin et on doit traverser ce rio pour pouvoir repartir. Il y a du courant. Oh putain. Ah ouais mais là carrément on va se faire emporter. Mais il y a l'eau qui monte mais vraiment haut. Il y a tous les sacs, toute ma chérie qui essaye de traverser par l'arbre là-bas. Il est bloqué, je sais pas si tu le vois. C'est le bordel. C'est qui? C'est Verivaldo, non? C'est Neri? Ah mais ça va si on va comme ça. E tá tudo bem, Hudson. Valeu, chef. Elle est frisquette? Les gars, bien arrivé au camp numéro 1. Il y a plein de buée sur la caméra, je suis désolé. Il fait super chaud. J'ai très peu filmé, voire quasi pas filmé la redescente. Là, on est exactement 3 jours après l'ascension du sommet. On a marché. C'était très long. Rien qu'aujourd'hui, on vient de faire environ 15 km dans la jungle. Je suis épuisé. Il fait très chaud. Là, ça se voit à mon visage. Je suis trempé de sueur. J'ai aussi très peu filmé parce que tout simplement j'ai plus beaucoup de batterie dans mes caméras. Je suis parti sans panneau solaire pour cette fois, je suis parti uniquement avec une batterie portable et ça a pas suffi. Donc voilà, j'ai quasiment épuisé toutes mes batteries de drone, de téléphone, de caméra, il m'en reste plus grand chose. Ce soir normalement on a une petite cérémonie pour clore cette expédition avec les Yanomami. Ils nous ont gardé la surprise, je sais pas trop ce que ça va être. Teu nome na nossa língua é
É um passarinho bonito. Um passarinho? Um passarinho bonito que vai longe. Tá certo? Isso. Tá bom, Chole? Obrigado. Meu nome é Anya Conão. Mas- Caminha Anya Conão. Você fala Caminha, Anya Conão. assim. Caminha. Vai. Caminha, Anya Conão. Conão. Isso. Caminha Anya Conão. Anya Conão. Obrigado, Chori. Obrigado, Chori. C'est Esmeraldine qui va te donner ton nom. Chori, mas o seu nome é Kiaroe. 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 É o mesmo espécie do Anhaconão. Ah, tá. Esse era o amigo, assim, né? Amigo Então, do... era um amigo. Mas tem uma história também que eles têm. Tem uma história entre os dois? Kiaroe. Kiaroe. Caminha. Kiaroe. Kiaroe. Kaja. Kaja. Caminha. Kiaroe. Kiaroe. Kaja. Kaja. Bien joué, Kirayoe. Kiaroe. Ouais. Kiaroe. Isso. Muito obrigado, Esmeraldine. Muito obrigado. Já tá batizado. Obrigado, Roberta. On a fini! Hors de cette jungle! Ouais! C'est fini cette jungle. Bon les gars, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo YouTube, à la fin de ce documentaire, de ce film d'expédition, je sais pas trop comment l'appeler. J'avoue que pour l'instant c'est encore très flou, tout ce qui s'est passé dans ma tête, ça vient juste de se passer. Là on a eu à peine le temps de se poser un petit peu à Matulaka, de remercier un petit peu tous les Tchoris, d'aller prendre une bonne douche, de se poser, de mettre les hamacs, de se reposer un petit peu les jambes et tous les muscles qui ont travaillé. Cette expédition c'était vraiment le parfait mélange entre cette approche un petit peu culturelle. On est là pour apprendre du peuple qui vit ici, qui est là pour nous enseigner, pour nous transmettre quelque chose, et le dépassement sportif. Le vent se lève, j'ai l'impression qu'il y a l'orage qui arrive, il y a une tempête de fin de journée, on commence à avoir l'habitude. Encore une fois, je remercie le sponsor de cette vidéo, LED Lancer. Il y a toujours le lien en description si tu es intéressé pour aller jeter un petit coup d'œil à toute leur série. C'est ce que j'ai envie de faire de plus en plus, de belles vidéos, de grandes vidéos dont je suis fier, de partager ce genre d'expédition. Donc voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne, à t'abonner pour ne pas manquer la suite, à me suivre sur Instagram et suivre l'Instagram d'Alex également pour ne pas louper les prochaines aventures. Je te dis au revoir du fin fond de l'Amazonie, en pleine communauté de Maturaka, la communauté Yanomami. Je te dis à la prochaine.